Je m'appelle Quentin, alors j'ai oublié de faire un petit slide de présentation, mais du coup je suis tech lead à Théodo et depuis maintenant 2 ans. Et je viens vous parler aujourd'hui d'un Rex sur comment j'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous savez comment prononcer, si vous savez exactement, j'ai eu plein de versions dernièrement, mais comment j'ai utilisé en fait Nginx pour déployer 5 espaces clients en un seul et du coup optimiser mon temps de développement et aussi la stabilité de ma codebase. Je sais pas vous, moi j'ai entendu récemment, et d'ailleurs dans pas mal de mon histoire en tant que développeur, que de projets justement, ou je sais pas, de bases de code qui sont forkées pour aller les adapter spécifiquement à des clients, ou même qui sont genre forkés au bout d'un moment, et c'est ce moment de ce fork qui est problématique, parce qu'après vous vous retrouvez à maintenir 2 codebases qui ont des légères différences. Moi sur un projet sur lequel j'ai travaillé, je me suis retrouvé en fait avec 2 interfaces qui avaient à peu près le même code, mais des petites différences et qui étaient dans le même repo. Donc en fait, à chaque fois que tu devais chercher un fichier, tu te retrouvais avec le même fichier, tu ne savais pas dans lequel tu devais avoir. Et du coup, au début de l'année, sur mon projet, on m'a posé la question, en fait, voilà, tu as fait ton application pour un territoire. On va falloir qu'on ait le même, mais pour tous les autres territoires, avec de légères différences. Alors du coup, je me suis posé la question, j'ai appris toutes ces expériences dont on m'a parlé. Et je me suis dit, ok, comment en fait je vais pouvoir penser le truc un peu de manière intelligente pour que j'ai qu'une seule application derrière, mais qu'en fonction des URL dans lesquelles l'utilisateur se connecte, j'allais avoir quand même quelques configurations à prendre en compte. Pour que vous puissiez vous projeter dans le problème auquel j'ai eu à faire face, le client était Colas, et en fait, ils sont bâtis en fait sur pas mal d'entreprises qu'ils ont rachetées de manière régionale partout en France, et aussi du coup à La Réunion. Et en fait, on avait fait un premier POC, un premier MVP pour l'Île-de-France, qui était Tersen. Et en fait, ils voulaient qu'il y ait le même site, mais déployé sur l'ensemble des sociétés juridiques, avec chaque société juridique, pas un seul site, forcément ça aurait été trop simple, mais une identité de marque forte, et qu'en fait l'utilisateur ne se rende pas compte qu'il est sur le même site, on va dire qu'il soit sur le site de Tersen, ou qu'il soit sur le site de, par exemple, CMSE dans le Sud-Est. Par contre, du coup, ils ont quand même une DSI qui est quand même centralisée, donc il fallait que derrière ce soit à peu près la même chose et qu'ils n'aient pas à maintenir 15 000 choses différentes. L'outil qu'on devait déployer, en fait, c'était assez simplement, on révolutionne un peu le monde du BTP, mais c'était un espace client pour que les directeurs de travaux puissent commander des granulats pour leur chantier ou alors faire une extraction de déchets. Mais voilà, du coup, c'était la version 1 qu'on avait, on va dire, avec l'Île-de-France, donc en vert. Et le deuxième challenge qu'on avait, c'était du coup ce challenge, en fait, c'était d'avoir ces 5 plateformes différentes, mais par contre d'avoir qu'un seul déploiement, front et back, pour que en fait, ça fluidifie à la fois le suivi de l'application, parce que c'était une petite équipe, donc il fallait monitorer un peu tout ça, et aussi implémenter ça de manière plutôt simple, parce qu'en gros, ils voulaient quand même plutôt avancer sur les features, mais faire ça en parallèle, comme ils aiment bien dire. Du coup, je vous ai exposé tout à l'heure, mais en fait, finalement, chaque espace client était accessible par des URL différentes. Mais du coup, il fallait qu'il y ait cette config, donc il fallait qu'il y ait cette couleur un peu de manière différente. Alors, il y a les couleurs, mais il y a aussi des données, il y avait aussi des accès, il y avait aussi en fait des placements, par exemple sur une cartographie, par exemple. Donc tous ces éléments-là étaient à prendre en compte. Ce que j'ai identifié là-dessus, c'est qu'il fallait un moyen simple pour capturer cette URL et en faire quelque chose. Moi, ça faisait plusieurs projets qu'en fait j'avais Nginx dessus, mais pour moi c'était un peu sombre sur comment on pouvait configurer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion en fait, mais genre c'est du déclaratif et la doc n'est pas forcément, on va dire, la plus fancy qu'on peut avoir actuellement, mais ça reste quand même le web server le plus utilisé dans le monde. Et c'est pas pour rien parce que ça a quand même des grosses performances. Est-ce que déjà, vous êtes familier avec Nginx? Avec peut-être, alors, levez grand la main si vous êtes très familier, à moitié si vous êtes à moitié familier, et pas du tout. Ok, donc à moitié. Donc ça va. Avant de rentrer dans les détails de l'implémentation en fait, que j'ai pu faire, juste une petite présentation. Nginx a été imaginé en 1999 pour résoudre un problème qu'ils avaient à l'époque qui était le problème des CDK. Et en fait, c'était que un serveur, avant, ça traitait les requêtes de manière, on va dire, simultanée. Enfin, simultanée, pas vraiment, mais en tout cas, ça pouvait traiter jusqu'à 10 000 connexions simultanées.
Et Nginx est venu un peu révolutionner le truc parce qu'en fait, c'est un peu le Node.js du web server. C'est un système asynchrone qui va traiter les requêtes du coup, de manière asynchrone et du coup, en fait, qui va être event-driven. Donc maintenant, c'est en fait un outil qui permet d'utiliser qui permet de faire pas mal de features différentes. Donc du web server, du caching, du reverse proxy. Aussi, ça peut être utilisé comme un load balancer. Et nous, dans le cas à nous, c'était vraiment du routage, je vais dire, plutôt simple. Mais ça m'a permis vraiment de me réconcilier avec une configuration un peu complexe dans mon use case. Et du coup, voilà, dans notre cas, en fait, on l'a juste utilisé comme web server, mais je vais vous montrer comment on l'a déployé dans notre cas. Donc, plutôt de servir en fait directement des fichiers buildés d'une application React sur un blob storage, on va en fait mettre en place donc le serveur en fait qui sera sur lequel sera installé Nginx. Et en fonction du coup de l'utilisateur qui va sur espace client CMSE ou espace client Tersen, on va dire lui fournir des éléments de configuration différentes. Si on rentre dans le dur, donc là c'est un exemple, c'est la configuration Nginx qu'on avait en local. En fait, pour pouvoir déclarer un nombre, on va dire, de serveurs accessibles par un nom spécifique, on doit déclarer donc en fait juste avec la balise serveur avec un server name spécifique. Donc le server name c'est ce qui va utiliser comme résolution pour les paramètres spécifiques. Et ce que j'avais décidé de mettre en place, c'est que pour uniquement une certaine route, qui était la route du config, j'allais piocher en fait dans mon image, dans mon serveur, dans un dossier spécifique. Donc, dans le cas en fait de Tersen, on avait du coup config Tersen et config CMSE dans le cas de CMSE. Et pour le reste des fichiers que l'on devait servir, alors là on faisait du proxy vers le serveur de développement, mais sinon du coup on le redirige vers le path classique. Donc en fait on lui sert uniquement sur, en fait c'est un peu une bifurcation sur la route config. Du coup, de manière opérationnelle, comment ça fonctionne? On a un utilisateur qui va se connecter sur les différents utilisateurs. Il va demander à recruter sur /config. Et en fait, on avait dans notre image toutes les configs qui étaient nécessaires. Donc à la fois des fichiers PDF, si du coup c'était des fichiers notamment de CGU ou autres, des images, et également aussi du coup un fichier env-config, qui est du coup la pièce un peu angulaire de cette implémentation, parce que c'est elle qui va nous permettre de communiquer aussi avec notre backend. Ce env-config qui était servi de manière dynamique, son rôle c'était d'aller initialiser la variable d'environnement window, qui est du coup une variable globale, et qui est plutôt cool parce qu'en fait elle est accessible partout dans ton code. Donc en fait on peut l'initialiser au moment où du coup on récupère les fichiers index HTML et les fichiers de config associés. Et en fait on va aller initialiser toutes ces valeurs-là qui sont immutables et qui n'ont pas changé dans le temps. Donc en fait, on avait des éléments de couleur, on avait des labels, on avait des centres sur une carte, et en fait, qu'on n'allait pas devoir changer. Assez simplement, en fait, pour pouvoir récupérer ce fichier, on le définissait dans notre index.html, et pour s'assurer en fait, qu'il n'y ait pas de problème de cache du navigateur client, on rajoutait, on va dire, l'ID du dernier commit pour que, dans un query param, pour qu'il puisse du coup toujours l'actualiser. Et du coup, dans un projet de TypeScript, parce que du coup c'était un projet en fait en React TypeScript assez simple, en fait on a la possibilité aussi de déclarer l'interface de notre window pour que du coup ce soit également typé et qu'en fait on puisse les récupérer, que ça n'impacte pas notre DevX de devoir aller chercher une clé env dans une variable window un peu sombre. Donc là c'était du coup la déclaration qu'on avait au sein du projet et du coup était accessible partout dans le code. Et du coup en fait comment ça se matérialisait au final? On avait uniquement cette configuration de routage à faire côté front-end, mais vu que maintenant on récupérait des paramètres, ou juste nous c'était un paramètre d'ID de société juridique, nous notre backend était complètement agnostique et en fait on lui passait ce paramètre-là et en fonction de l'utilisateur, on pouvait soit envoyer des emails, soit récupérer des données dont il avait droit. Et du coup pour Colas, c'était bien plus simple parce qu'il pouvait uniquement on va dire avoir des logs dans un seul container et aussi avoir du coup une structure unifiée, donc sans avoir en fait à déployer 5 on va dire pods qu'il doit maintenir ou alors devoir brancher, parce que typiquement ça aurait complexifié la CI. Après c'est toujours aussi une bonne question à se poser parce que en termes de perf ça peut avoir un impact, mais par rapport aux utilisateurs qu'on avait, on s'est dit que c'était la meilleure solution et le plus maintenable. Du coup pour résumer en fait quelques apprentissages de cette implémentation, Nginx en fait ça peut paraître très, à première vue un peu compliqué, des fichiers de configuration on va dire pas forcément très lisibles,
Mais en vrai, c'est des déclarations simples avec une déclaration serveur. J'ai pu faire mon routage, mais vous pouvez faire aussi du caching. Vous pouvez déclarer aussi, refaire du proxy sur des serveurs, mais aussi du coup faire juste de la livraison de fichiers classique. Du coup, la variable, et aussi de ne pas oublier en fait que finalement cette combinaison des deux, c'est à la fois Nginx et la variable window finalement qu'on peut interagir dans notre front, qui nous permet du coup d'avoir accès à des variables. Enfin, si on veut partager des variables un peu immutables partout dans le code. Du coup, dernier apprentissage, réfléchissez à 2 fois si vous devez dupliquer votre base de code. Justement, c'est généralement d'autres personnes qui doivent débugger après. Donc voilà. Et essayez d'avoir cette petite réflexion avant de vous dire je vais forker, je vais adapter mon projet à un client ou à une autre région. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tes fichiers de config, tu les stockais où? Dans le repository ou c'était carrément en dehors et que tu pouvais dynamiquement changer ta config sans avoir à changer ton code? En gros, ce qu'on voit là, c'est qu'on faisait du find replace, c'est-à-dire que pour chaque environnement, justement, on allait remplacer cette valeur-là. Du coup, c'était piloté en fait par les variables d'environnement qu'on mettait au moment du déploiement. Bien sûr, en fait, dans ce genre de cas, vu qu'on n'en déployait pas tous les 4 matins, on n'a pas fait toute une interface pour que les gens puissent changer, je sais pas, une couleur, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses là-dessus. Mais ça reste des fichiers JS ou des fichiers, on va dire, que tu peux modifier simplement. Donc, on s'est dit, si à terme, on a besoin de quelqu'un du métier qui maintienne ça, il allait en fait, on allait mettre en place une interface dessus. Mais on est plutôt allé au plus pragmatique et au final, ça nous a montré que globalement, il n'y avait pas grand monde qui devait modifier le truc, quoi. Est-ce qu'il y a une phase un peu d'éducation aussi du client pour lui dire en gros ça c'est un choix qu'on fait maintenant technique et que globalement il ne faudra pas oublier qu'on ne peut pas non plus partir dans des directions complètement opposées sur les sites sans avoir probablement du fichier config qui devient très compliqué avec des feature flags un peu partout et dans le code avec des diffs. Ça c'est un avantage et c'est un choix qu'on a fait avec le client, c'est-à-dire qu'en fait on l'a anticipé, le côté d'une région qui veut une feature en particulier. Mais en fait, ça a été un argument fort aussi pour, vu que nous, on était moteur pour aller promouvoir cet outil et le déployer au sein des équipes. Au final, on nous a plus dit, on veut plutôt vous embarquer dans la conception du produit et du coup, petit à petit, chaque région est commencé à venir aux cérémonies et du coup, en fait, avoir un consensus autour du backlog qui allait devoir être fait. Alors, ils venaient pas tout le temps, tu vois, mais au moins, du coup, ça faisait que on les consultait plus dans la vision globale du produit plutôt que juste on va dire, en gros, qui se rendent compte et qui nous disent 4 mois après, en fait, non, ça ne correspond pas du tout à mon produit, quoi. Mais ça fait que, en fait, côté code, en soi, comme les variables d'environnement, elles viennent d'une variable window ou qu'elles viennent en fait d'une autre source d'environnement, en fait, on avait complètement décorrélé ça. Et du coup, on aurait pu mettre le code rect, genre pour n'importe quel espace client, ça aurait marché, quoi. Et du coup, en fait, on n'a pas des boucles dans tous les sens, genre if telle URL, on sait rien. En fait, pour le coup, c'est beaucoup plus propre en Nginx et beaucoup plus facile à implémenter, quoi. C'est-à-dire qu'au final, à partir du moment où j'avais trouvé cette solution, 2 semaines après, on avait le deuxième espace client et qui était au moins en dev, quoi. Tu disais que ton back-end était agnostique des différents sites. Ouais. Comment est-ce que tu passais ta config back-end Il était sur le même Nginx ou est-ce que c'était... Non, en fait, pour le coup, c'était la manière dont tu stockais les données. C'est-à-dire que typiquement, on avait des données de commandes, de factures, on avait des données d'accès. Et en fait, c'était vraiment, toute requête était préfixée d'un query param avec du coup de la société juridique, on va dire, concernée. Et après, du coup, nous, on avait tout un système d'authentification qui disait, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Et on forçait en fait, ces query param sur chacune de nos routes. Et du coup, ça faisait qu'après, derrière, à partir du moment où on avait résolu ça, on avait du coup toute notre base de données avec toutes nos données clients, que ce soit la donnée d'un client en Ile-de-France ou alors en Sud-Est. Et du coup, notre backend était vraiment une API, quoi. C'est-à-dire qu'on n'allait pas exposer, on va dire, différents backends avec différentes endpoints possibles. Il y en avait un, et juste on lui passait un query param. Et une autre question qui revient. Est-ce que vous aviez une même base de données ou différentes bases de données pour... Alors, on avait une seule base de données pour chaque espace client. Le rôle, les niveaux qu'on avait, les quantités de données qu'on avait étaient, on va dire, élevées, mais ça allait. Mais c'est vrai que lors de on a fait ça de manière plus intelligente, c'est-à-dire que
on n'avait qu'une seule base de données, mais en gros, les données provenaient d'un SI interne. Et en fait, à chaque fois qu'on ouvrait un compte pour un client, on lui migrait ces données dans notre base de données. Ça faisait que plutôt que d'avoir toutes les données clients de tous les clients de Colas, en fait, nous, on avait juste une base de données incrémentale, et on rajoutait en fait les données petit à petit en fonction des clients. Donc en fait, vu qu'on était encore en phase MVP, on avait 300 utilisateurs, et du coup, petit à petit, on les rajoutait, donc on pouvait cadrer si jamais il y avait des problèmes de perf, mais on ne les a pas rencontrés à date, quoi.